Bonjour, chronique BD aujourd'hui, manga, avec le 5e tome du Sommet des Dieux de Jiro Taniguchi et Baku Yume Makura. Donc le titre original est Kamigami no Itadaki. C'est la 6e édition française, c'est traduit du japonais et adapté en français par Sylvain Cholet. Il y a des postfaces de Baku Yume Makura et Jiro Taniguchi. C'est publié aux éditions Kana dans la collection Made in. La BD originale date de 1994-1997, il y a eu plusieurs éditions depuis. En France, celle-là c'est celle de 2017, le bouquin fait 303 pages. Alors, tant que j'y suis, ça va être une chronique aussi un petit peu une expérience, on va dire, puisque je vais essayer de voir ce que ça pourrait donner, donc de raccourcir mes chroniques interminables à un format plus décent, donc un format qui tourne aux environs de 5000-6000 signes par là. Donc voilà, n'hésitez pas à réagir aussi également par rapport à cet aspect-là, pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Donc, le Sommet des Dieux, avec ce 5e tome, cette grande aventure inspirée d'un roman fleuve consacré à l'alpinisme dû à Yume Makura Baku et adapté par Taniguchi Jiro, donc cette aventure touche à sa fin. Ce copieux récit héroïque a connu des hauts et des bas sans doute. Je situerai l'essentiel des hauts dans le tome 2, je crois, tout entier dédié à la figure charismatique de Habu Joji et à sa rivalité contre Hase Tsuneo. C'est ici que la bande dessinée passait l'astucieuse introduction focalisée sur le héros narrateur Fukamachi et sa redécouverte de l'appareil photo de Mallory avait véritablement atteint des sommets, au travers d'une vision romantique et en même temps très crue de l'héroïsme irrationnel et agaçant autant que fascinant des grands alpinistes, ces conquérants de l'inutile. Tandis que l'essentiel des bas se situait dans un tome 3 où l'alpinisme était devenu secondaire, centré qu'il était sur les sous-intrigues d'un pseudo-thriller mollasson. Une déception assez marquée qui m'avait fait craindre le pire pour la suite des opérations. Pourtant, le tome 4 avait su renouveler l'intérêt de la BD en retournant à son essence même, ces hommes engagés dans une relation passionnelle avec la montagne, et d'autant plus redoutable. Or, l'obsession de réaliser des premières de toutes sortes et en permanence, on l'a clairement vu à ce stade, relève d'un comportement hautement morbide, où l'arrogance a certes sa part, mais tout autant, après une vie trop riche de drames, un poignant sentiment de culpabilité. Celui qui étreint toujours les survivants. C'est la carte jouée par ce 5e et dernier tome, et avec un brio admirable. En termes de qualité, on revient ici au niveau des 2 premiers volumes. Nous retrouvons notre personnage point de vue, Fukamachi, sur les pentes de l'Everest, alors qu'il doit enfin rester en arrière et laisser Habu Joji à son sort dans cette tentative absurde de vaincre le sommet des dieux dans les pires conditions. Je ne révèle sans doute rien en confessant que le photographe perd alors la trace de son fascinant héros. Le voilà plongé dans une prétendue incertitude qui s'avère bien vite, de manière moins hypocrite, la certitude absolue de ce que l'alpiniste chevronné ne s'en est pas sorti. Ce qui devrait revenir à dire qu'il a échoué? C'est un point qui se discute chez nos ambitieux héros. La situation de Habu Joji, pour le coup, rappelle tout naturellement celle de Mallory, qui a fourni son prétexte à la série. Sans doute est-il mort. Mais avant cela, a-t-il triomphé de l'Everest et arpenté son sommet? Tous ces personnages sont persuadés de ce que pareille absurdité compte, que c'est ce qui importe vraiment. Et sans doute Fukamachi lui-même en vient-il à partager ce point de vue. Dès lors, lui, l'homme en retrait, celui qui se contente de prendre les photographies de ceux qui vainquent la montagne ou qui périssent dans leur folle entreprise, se doit à son tour de combattre l'Everest. Parce qu'il se sent coupable à tort ou à raison, mais très probablement à tort. La disparition de Habu Joji, son échec probable, c'est sa faute. C'est forcément sa faute. Il a interféré, il n'aurait pas dû. Dès lors, il y trouve un prétexte pour justifier sa propre tentative, dont le caractère morbide est marqué, à la limite en fait du suicide qui ne dit pas son nom. Et ceci quand bien même il a à ses côtés tout d'abord le fidèle ami, le Sherpa Hank Chering, mais aussi Ryoko, l'ancienne compagne de Habu Joji et désormais la sienne, une femme d'alpiniste comme on est femme de marin. Mais la quête de Fukamachi est ambiguë, et en définitive à la pulsion de mort ainsi brusquée répond un désir de vaincre relevant davantage du dépassement de soi, et qui implique chez un homme tel que Fukamachi, à la différence de ces modèles trop grands pour lui, à la fois d'atteindre le sommet et d'en revenir. Car le retour à tout prendre est partie intégrante du voyage, ce que les amateurs de fantasy savent bien. Le dépassement de soi, je ne m'en suis jamais caché, cette éthique spirituelle de l'héroïsme, associée ici au sport, un genre de manga à part entière, ce qui me laisse perplexe, davantage qu'à la découverte ou à l'exploration, car il s'agit de repousser ses limites bien plutôt que de faire reculer les frontières. Ce dépassement de soi donc est totalement aux antipodes de mes propres préoccupations. Je ne suis de manière générale pas le moins du monde sensible, je ne peux tout simplement pas envisager le monde sous cet angle.
Et pourtant ici, cela ne me laisse pas indifférent. Parce que le récit est admirablement bien conçu, sans doute dès son premier état romanesque, mais aussi au travers de son adaptation par Taniguchi, très fine, et dont le rythme posé, méticuleux, s'avère superbement adapté à l'exploration de la psyché de Fukamachi, comme à l'expression de ses sentiments les plus forts et tout à la fois les plus troubles, désir d'en finir, désir de vaincre, désir de revenir pour témoigner, car en définitive c'est bien d'un récit qu'il s'agit, un récit aux consonances mythologiques. Et, cela va de pair, un récit qui a ses acteurs également mythologiques. Aux vieilles gloires de l'âge dit héroïque répondent des héros très concrets, mais peut-être plus absurdes encore de l'ici et maintenant, tandis que les fantômes cessent parfois de se contenter de rôder hors champ pour apparaître au détour d'un glacier. Le froid préserve les corps, même s'il ne s'agit que d'un pathétique simulacre de vie. Qu'importe, au sommet, finalement une sorte de Valhalla des alpinistes, peuvent se retrouver les vainqueurs, engagés dans le perpétuel dialogue muet de ceux qui n'ont plus rien à prouver. Des scènes sublimes. Et porté par un dessin sublime. À cet égard, ce cinquième et dernier tome de la série est peut-être bien le plus convaincant de tous. De la majesté de la montagne à l'expression discrète mais saisissante de la vie intérieure des personnages, il se montre absolument parfait. Manière de confirmer en dernier recours que le sommet des dieux méritait bien son prix du dessin à Angoulême. Irréprochable et mieux que ça, très fort, toujours pertinent, toujours habile enfin dans son jeu sensible et délicat sur les contrastes. Je n'irai pas jusqu'à parler de chef-d'œuvre, ni pour ce volume précisément, ni pour la série dans son ensemble, et je maintiens qu'elle connaît un triste passage à vide dans le tome 3, qui affecte toujours le tome 4, même autrement plus convaincant. Mais avec ce dernier volume, on retrouve sans l'ombre d'un doute la force des deux premiers. On ne pouvait donc espérer meilleure conclusion, et qu'importe si cet héroïsme me dépasse totalement. La beauté du sport, dit-on, on peut en étendre le champ, la séduction de ce qui est absurde et grand.